C'est une usine à sensations ce bordel. Alors que pourtant ça ne fait que 119 chevaux. Mais Rodolfo, ça fait que 119 chevaux. Tu vas quand même pas te contenter d'une moto qui fait 120 bourrins. Eh bah écoutez, peut-être qu'au final, la simplicité, c'est la meilleure chose. La moto détecte que vous êtes en train d'incliner et du coup elle ne va pas accélérer. C'est bluffant ce système, c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez où c'est le Tyrol? C'est en Autriche. Et je sais pas si vous avez déjà voulu y aller au Tyrol, mais sachez qu'en fait, on peut pas y aller avec une moto qui fait plus de 95 décibels. Une règle à laquelle s'accommode la nouvelle Tracer 9 GT+, entre autres choses. Parler de normes acoustiques pour une moto qui se veut révolutionnaire, c'est un bon début de vidéo ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un véhicule que vous deviez attendre depuis un bon moment, puisque c'est une machine extrêmement populaire. Je suis devant la toute nouvelle Yamaha Tracer 9 GT+ 2023, à savoir donc une nouvelle déclinaison de la Tracer 9 qui n'existait pas avant, une nouvelle finition qui se veut révolutionnaire. Tout simplement, cette machine se veut unique au monde pour un certain nombre de raisons que nous allons évoquer comme ça, là, en s'accroupissant. Ça permet de mieux marquer le ton. Alors, on fait le tour d'usage, bien évidemment. Nous remercions Espace Murite, nos amis à Châtillon, qui nous ont prêté ce petit véhicule. Ils font Yamaha, ça va de soi, mais aussi KTM, Ducati et Kawasaki. Équipe compétente, professionnelle. Ils n'ont même pas fermé pendant l'été. Ils sont restés ouverts pour vos besoins, pour vos demandes. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont même des petits accessoires qui sont, ma foi, bien sympathiques. Je tiens également à vous rappeler qu'il faut vous abonner à cette chaîne. C'est extrêmement important pour le développement comme ça des projets de la Roadsters TV, pour me soutenir aussi, me montrer votre support. Vous savez, c'est important au quotidien d'être un petit peu soutenu psychologiquement comme ça par les gens qui vous regardent. Voilà, j'ai fait ma pub. Alors... il y en a des choses à dire sur cette moto. Dieu que c'est populaire ce truc. Bon, vous le savez, à la fin 2013, il y a la MT-09 qui est apparue sur le marché mondial comme ça, un nouveau roadster. Et peu de temps après, Yamaha a décidé d'en faire une version trail routier qui s'appelait la Tracer 900 et qui donc reprenait les éléments de la MT, son moteur, son châssis, mais tout en donnant un petit peu plus de confort. L'objectif de cette machine, c'était de succéder à la Super Ténéré 1200, machine avec laquelle elle a coexisté jusqu'en 2020. Et ce truc est devenu extrêmement rapidement une icône absolue dans le monde de la moto. En France, c'est simple, c'est une des machines les plus populaires, les plus volées aussi, mais ça on en parlera après. Et elle a reçu plein de mises à jour, d'innovations au long des années. Elle a évolué particulièrement en 2021 où elle a abandonné l'appellation Tracer 900 pour se renommer Tracer 9, sobrement, simplement. Et 3 ans plus tard, Yamaha accouche de ceci, la Tracer 9 GT+, qui se veut, comme je vous l'ai dit en intro de façon assez éloquente, être une machine totalement révolutionnaire et unique au monde. On va voir si c'est le cas, tour statique, toi c'est parti, on y va. Alors, le look, j'aime pas les trails. Je vous le dis tout de suite, c'est pas ma cam, c'est pas le genre de véhicule qui me font me retourner la nuit dans mon lit. Mais quand même, cette Tracer 9, elle est quand même assez jolie. Alors, on avait parlé de la MT-09 SP la semaine dernière et l'idée c'était d'embrayer un petit peu directement, gros jeu de mots, sur cette machine directement. Et je dois bien l'avouer, la Tracer 9 GT+, elle a quand même un petit style pour elle. Déjà au niveau de l'avant, le phare, la tête de fourche, je trouve qu'elle est un petit peu plus suggestive, agressive et bien finie que la MT-09. On a la couleur ici, Icon Performance, qui rappelle donc du coup celle de la R1M, qui est très jolie. Les jantes Spinforge bleues sont magnifiques. On a un très beau travail ici sur la selle surpiquée, ça c'est vraiment super top. Les petits pare-mains. Franchement, je vois quand même un step-up en termes de finition, d'attention aux détails par rapport à la MT-09 SP. Je trouve qu'ici, Yamaha, ils ont quand même fait un très beau boulot. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Après, encore une fois, c'est un trail. Moi, j'accroche pas forcément. Je trouve qu'il y a un côté trop utilitaire dans ce genre de machine, mais de toutes celles que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui, elle est définitivement pas dernière. J'aime bien ce look acéré à l'avant, les phares comme ça, très fins. Donc voilà, dites-moi un petit peu, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un véhicule joli? Est-ce que vous pourriez vous faire séduire par ce genre de machine? Vous êtes quand même assez nombreux, donc à mon avis, il doit y en avoir. Ou est-ce qu'au contraire, vous, comme moi, vous préférez un petit peu plus le côté roadster ou sportif? Ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais je dois avouer que dans l'attention du détail, dans la finition, Yamaha, ils ont pas déconné. Maintenant, c'est
ici que ça se passe. Donc, la Tracer 9 a hérité d'un organe plutôt généreux puisqu'elle reprend le CP3, 3 cylindres en ligne de la MT-09. Donc on a 119 chevaux, cette fois-ci, point de limitation à 2. On est vraiment sur la full puissance avec 93 Nm de couple. Elle a un petit peu plus de kilos à traîner que sur la MT-09, mais croyez-moi qu'à mon avis, ça va pas poser de grands problèmes. Le CP3, depuis qu'il est arrivé en 2013, c'est une bombe, tout simplement, parmi les moteurs les plus fun de la production. Donc, je pense qu'en dynamique, on va bien se marrer. On verra un petit peu ce que ça donne, mais je pense que voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Et concernant le châssis, eh bien, on retrouve le diamant en acier, quelque chose qui est extrêmement commun aux motos Yamaha. On est sur une machine qui fait 223 kg tout plein fait, donc c'est pas si lourd au final. On prend 32 plus par rapport à une MT-09, mais il y a tout l'accastillage routier, il y a le carénage, les protections au vent, etc. Je trouve qu'au final, ça se met dans une bonne moyenne, surtout qu'on a un réservoir qui est extrêmement généreux, 18,7 litres, donc c'est vraiment ouf. Et où la clé? Et où la clé? J'avais posé. La machine nous indique 5 litres 2 de moyenne. 5 litres 2. Enfin, pas si vous vous rendez compte, mais avec ce genre de consommation et la taille du réservoir, on peut envisager presque 370-380 km avant de tomber en panne. C'est monstrueux. Franchement, chapeau bas, monsieur Cyr, moi j'ai rien à dire là-dessus. Chapeau bas, monsieur le prince. Maintenant, on va parler partie cycle, parce que là, il y a des trucs intéressants à dire. Une marque avec, je m'étais acheté une Tracer 9 et pétré un câble. Mon imitation d'Homer Simpson est extrêmement bonne, comme vous pouvez le voir. Alors, d'abord, on a ici un élément Kayaba 41 mm inversé. Mais comme c'est la Tracer 9 GT+, on peut pas faire les choses à moitié. Cet élément est semi-actif, donc il est totalement piloté par la moto, avec plein de paramètres en fonction de la route, nanana. On va y arriver un petit peu après. Et au niveau du freinage, on est sur des étriers radio 4 pistons qui sont très probablement les mêmes que la MT-09 et qui sont couplés. Le freinage, il est couplé. Quand vous freinez avec l'avant, ça freine de l'arrière aussi. Et tout ça, ça va être intégré à l'ensemble de la moto. On en parlera un petit peu après. Même chose que sur la MT-09 SP, les jantes Spinforge qui sont les plus légères de série de chez Yamaha, qui font 700 grammes de moins, qui permettent d'avoir un allègement des masses non suspendues, toujours très bon pour l'agilité, ça. Et aussi, diminution de la consommation de carburant. Encore une fois, vu les chiffres, moi je viens les croire. Montons sur la position de conduite, c'est très rigolo. Hop là. Alors, parlons un petit peu de position de conduite. Déjà, la selle est merveilleusement confortable. C'est un trail à vocation routière, en plus c'est la version GT+, donc il fallait forcément qu'Yamaha se sorte un petit peu les doigts pour faire quelque chose de bien. Et je vous avoue que franchement, mon séant est relativement bien accueilli, on va pas mentir. En termes de position, comme le veut la tradition sur un trail routier, on est sur quelque chose de droit. Il n'y a absolument aucun appui sur les poignets, sur rien du tout, il n'y a pas d'appui, on laisse tomber. Et du coup, eh bien, on a une protection au vent qui est quand même plutôt correcte, avec cette petite bulle qu'on peut remonter. Alors sachez-le, quand vous êtes un petit peu grand comme moi, voilà, c'est bien, mais sans plus, il faudrait vraiment une bulle un petit peu plus haute pour ne pas se prendre le vent dans la tête, mais ça diminue déjà l'appui, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des jambes, c'est absolument pas replié, vous pouvez le voir, c'est ultra détente. On a un guidon qui est très large, donc qui permet un bras de levier très bon, donc tout dans cette machine respire comme ça un peu la maniabilité, donc ça c'est plutôt chouette. Et en termes de hauteur de selle, on est à 810 mm sur une selle réglable sur 2 hauteurs. Donc là je suis en position haute, vous voyez que j'ai les pieds quand même bien à plat au sol, mais les jambes relativement dépliées. Donc avec le rabaissement de la selle possible, je pense que jusqu'à 1m75, 70, ça devrait le faire à peu près, puisque Antoine était monté dessus et avec la position haute, il s'en sortait. Donc voilà, on est sur une machine dont la position de conduite, elle est quasi parfaite quand on réfléchit confort, agrément, etc. Il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. On va terminer avec la technologie, parce qu'en fait, depuis tout ce que je vous ai dit, entre moteur, la partie cycle, le châssis, la Tracer 9 GT+ n'a rien de révolutionnaire. C'est une moto qui est quand même, somme toute, assez classique, avec des bons éléments, mais rien de fou. Là où cette moto se veut foncièrement révolutionnaire, c'est sur sa techno. Et on va commencer d'abord par l'écran. Cet écran est magnifique. C'est une dalle gigantesque de 7 pouces, dont la seule équivalence que j'ai en tête, c'est l'écran Connectivity de chez BMW. Alors, ça me fait un peu mal au cul de dire que ça vient du T-Max Tech-Max, mais bon, au moins là, il a vraiment trouvé un vrai écran à sa mesure. Il est fantastique, il est hyper lisible, il est technologique, il est futuriste. C'est vraiment agréable. Quand on voit l'écran que se tape la MT-09, ce truc est fantastique. On a 4 modes de conduite, donc les 3 classiques habituels
habituels, sport, street rain, et puis un mode customisable qui va vous permettre d'ajuster tout un tas d'assistances, dont notamment du contrôle de traction, du contrôle de glisse, de l'anti-wheeling, les classiques, hein, ce qu'on a dans pas mal de motos et qui est très très bien. On a un quick shifter up and down de 3e génération, quelque chose d'assez nouveau chez Yamaha et relativement nouveau dans l'industrie. Vous pouvez, grâce à ce quick shifter, monter vos rapports en décélérant et descendre vos rapports en accélérant. D'habitude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On doit accélérer pour monter les rapports, on doit décélérer pour downshifter et donc ça donne encore plus de transparence à l'utilisation du shifter sur cette machine. Donc c'est vraiment super stylé. On a une connectivité Bluetooth avec le smartphone qui est possible avec notamment une application Garmin qui permet d'avoir accès à la météo, à ses appels, à la navigation au GPS. Donc voilà, c'est hyper complet. Et si je ne reste pas trop longtemps là-dessus, je passe un peu vite, c'est parce que je dois vous parler vraiment de la nouveauté de cette machine qui est l'ACC, le régulateur de vitesse adaptatif. Alors oui, les régulateurs de vitesse adaptatif, ça existe déjà dans le monde de la moto. Et si vous le savez, c'est très probablement parce que c'est moi qui vous en ai parlé, donc faites pas les malins. Mais je rappelle rapidement la fonctionnalité du régulateur adaptatif pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fonctionne comme un régulateur de vitesse standard, c'est-à-dire que vous mettez une vitesse à 110 km/h et la moto va vous la maintenir sans que vous n'ayez à accélérer. Mais la particularité de l'adaptatif là-dedans, c'est qu'en fait, la machine va ralentir ou accélérer en fonction d'un véhicule qui sera devant vous. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui roule comme ça devant vous et que d'un coup elle se met à ralentir, à freiner, eh bien votre moto va automatiquement ralentir pour garder une distance de sécurité que vous pouvez paramétrer. Vous en avez 4 possibles avec une petite gâchette sur le commodo gauche. Donc ça, c'est connu, ça c'est habituel. Là où effectivement il va y avoir nouveauté, c'est que cette machine est la première au monde équipée d'un radar à ondes millimétrique, une petite pièce de 200 grammes comme ça, toute petite, qui est mise là dans le nez de la machine et qui en fait va être beaucoup plus efficace sur la détection de la fumée, de la pluie, de la neige, du brouillard, de la poussière, toutes les choses qui peuvent rendre un régulateur de vitesse adaptatif un petit peu plus difficile à mettre en place. Et surtout, là où c'est complètement fou, c'est que l'intégralité de ce système est mise en corrélation, en harmonie, il travaille en collaboration, on va dire, avec le freinage et la fourche. Ce qui veut dire que cette machine, quand par exemple vous allez être avec votre régulateur activé et qu'il y a un véhicule qui va très rapidement se rapprocher de vous, si vous freinez et qu'elle considère que vous n'êtes pas en train de freiner suffisamment fort, elle va vous assister dans le freinage pour justement éviter qu'il y ait carambolage. Par exemple, quand quelqu'un est en train de vous dépasser par la gauche, elle va automatiquement le détecter et ajuster la vitesse du régulateur pour ne pas vous mettre en danger. Par exemple, c'est un ensemble de choses qui n'est pas véritablement compréhensible tant qu'on n'est pas monté dessus et je vais vous le montrer vraiment en démonstration réelle parce que c'est incroyable. C'est vraiment d'un niveau de technologie qui est jamais vu jusqu'à aujourd'hui et il y a 2 réactions à ça. Il y a les gens un peu intelligents, un peu ouverts d'esprit qui vont dire « Waouh, c'est incroyable comme technologie, c'est super que Yamaha arrive à ce niveau-là en fait de modernité. » Et puis il y a les vieux cons qui vont dire « Oui, c'était mieux avant, quand on pouvait se tuer sur nos motos tranquillement, maintenant on conduit à notre place. » Vous choisirez votre camp. Moi personnellement, je trouve que c'est incroyable d'avoir ça, d'autant plus que c'est déconnectable. Donc si vous voulez ne pas vous en servir, vous avez le droit. Mais je trouve ça super cool qu'on aille de l'avant et qu'on trouve des choses de mieux en mieux sur ce genre de machine. Je finis très rapidement sur l'équipement de la version GT+, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Vous avez les petits pare-mains, vous avez les poignées chauffantes qui sont très chouettes, vous avez de la bagagerie que j'ai pas emmené avec moi parce que c'est un petit peu lourd et j'avais pas envie de m'embêter avec ça, et la béquille centrale. Donc la moto, elle est extrêmement bien équipée. Et le prix finalement, cette moto, elle est vendue 16 999 €, 17 000 € pour faire simple, ce qui est un prix assez conséquent, il faut quand même pouvoir les sortir. Mais je trouve que franchement, ce n'est pas si cher payé quand on voit l'ensemble de la technologie et de l'accastillage en fait que cette moto offre. Je trouve que c'est quand même vachement impressionnant quoi. Ça reste une machine avec un rapport qualité-prix à mon sens qui est quand même plutôt excellent. On va démarrer le moteur quand même, ce petit CP3, on va l'écouter. Ah, alors, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, la moto ne dépasse pas les 95 décibels, hein. C'est une norme pour pouvoir notamment accéder à certains endroits sur Terre où c'est limité à ce niveau-là de sonorité. Autant vous dire que Ducati, c'est mort, hein. Ils ne pourront pas aller au Tyrol en Autriche. C'est le 3 cylindres de la MT-09, on l'avait déjà entendu la semaine dernière, hein. Un petit sifflement caractéristique qui fait penser à Triumph. Si on tourne un petit peu la poignée, voilà, c'est suggestif sans pour autant être démesuré. Jamais pensé que le son sur un trail c'était ce qu'il y avait de plus important, mais là ça reste quand même agréable. Et maintenant j'ai envie de me fondre dans cette machine, j'ai envie de monter dessus et de vous montrer ce que ça donne en dynamique. On va se balader dans les cols du Tyrol en Autriche. Ah
vous êtes là! Ah bah bienvenue, bienvenue, installez-vous, on va faire une petite partie dynamique de l'essai de la Yamaha Tracer 9 GT+. Alors, on est bien installé, hein. Franchement, depuis la position de conduite dans le tour statique, ça n'a pas changé les amis. Je suis royalement bien accueilli, mon séant, mes fesses n'ont pas mal du tout, cette selle est assez confortable, la position est assez agréable, elle manque un petit peu de saveur, hein. Elle manque un petit peu de caractère, mais on va dire que pour ceux qui, bonjour à toi ami motard, chercheraient eh bien quelque chose d'assez confort, d'assez utilitaire on va dire, c'est vraiment du tout bon. Yamaha ils ont tout compris. Jambes bien dépliées, dos bien droit, on est princier quoi, on est princier, on peut bien manipuler la moto, hein. La maniabilité d'ailleurs c'est un petit peu le deuxième aspect qu'on va évoquer comme ça. 223 kg, mais la particularité des trails c'est toujours qu'il se manie avec une grande aisance parce qu'on a un bras de levier qui est très bon et une géométrie de la moto qui est pensée pour faciliter toutes les circonvolutions, fussent-elles les plus alambiquées, hein, n'est-ce pas ce matin. On est très grande dame et on utilise un vocabulaire soutenu et chaloupé. Et donc voilà, tout ça, ça se fait très bien. La machine, elle est d'une agilité assez surnaturelle. Et j'ai envie de dire que quand on arrive comme ça en ville, eh bien tout est extrêmement agréable. Là, je suis un vélo, je ne suis pas un vélo, je suis le vélo, je suis derrière lui. On va dépasser le vélo, ça va être plus sécuritaire. Et du coup, en ce qui concerne l'utilisation globale des leviers, c'est assez agréable, il n'y a aucun souci. Le shifter est un petit peu rigide, mais c'est rien de désagréable, c'est rien d'insurmontable. Les commodos sont plutôt bons, alors je les aime beaucoup parce qu'ils sont très modernes, par contre il faut s'habituer un petit peu, dans le sens où des fois on peut appuyer sur le klaxon sans trop faire exprès. Et puis pareil, hein, le warning qui est situé juste à droite, messieurs de chez Yamaha. Alors je le sais, hein, bien évidemment, vous aviez toute la partie gauche qui était un peu occupée, donc ça forcément c'est pas le plus idéal, mais on aurait pu par exemple mettre ça sous le pouce pour ne pas avoir à aller le chercher et à relâcher l'accélérateur. Bon, autrement dit, ça marche très bien. L'écran... J'ai passé un faux point mort. L'écran, donc, comme je vous disais, est fantastique. Cette dalle, elle est... Oh là là, elle est merveilleuse. Putain, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau. Alors, il y a des thèmes, je sais pas si vous voyez, là je suis sur le thème où quand je tourne la poignée, ça fait des espèces de petits bar graphes. Alors c'est très rigolo, un petit peu tuning, mais c'est quand même très rigolo. Et vous pouvez le changer sans souci à la volée. Regardez, là je passe sur un autre thème qui est ma foi assez sympa aussi. Donc voilà, on va rester sur la version Power Rangers du thème qui est assez rigolote. Mais il est fantastique, hein, il est d'une lisibilité qui est folle, il est très agréable à utiliser. C'est vraiment une expérience qui est au final assez similaire à celle de la BMW, de toutes celles qui sont dotées de l'écran connectivity. Un tout petit cran en dessous parce qu'on sent que BMW c'est encore un peu plus premium, mais franchement c'est vraiment super. Et je crois qu'en face nous avons une Street Triple ou une Speed Triple, ce qui est extrêmement sympathique. Et non, cet écran il est vraiment super chouette. On y va, c'est reparti tout doucement. On va saluer notre ami qui était, eh bien, c'est une ancienne je crois, celle des générations précédentes. Et ça se manie très bien, regardez. Ah, ça c'était l'autre aspect de la Tracer 9. Le CP3, on va en discuter. Et juste rapidement, hein, je termine sur le sujet des aspects pratiques poste de pilotage. La petite bulle qui peut directement se baisser et se remonter. Faut juste faire attention, j'ai vu des collègues dire qu'il fallait beaucoup de force. En fait, il faut juste bien appuyer ici. Et hop, ça se remonte. La protection est correcte, elle ne protégera pas votre tête si vous faites plus d'1m80, 85, mais ça se passe plutôt bien. Et là maintenant, regardez, on a une ligne droite, on a un CP3 en mode custom. C'est volontaire ou c'est comment? C'est volontaire ou c'est comment? Downshift. Le blé a bien poussé, je ne vois plus rien. Donc, on roule à un rythme adapté. Oh là là. Oh, c'est l'adaptation du rythme. Petit CP3 qui sait chanter, hein. Et pourtant 95 décibels, hein, c'est limité à 95. Alors, on a un moteur qui a quand même une belle santé, hein. Ça il faut pas le cacher, le CP3 a toujours eu un petit caractère explosif comme ça, dessous les fagots, depuis que la MT-09 est sortie fin 2013, et il n'y a vraiment aucun souci, ça se passe très bien. Il y a du couple, il y a de la rage, il y a de la hargne, il y a une petite bande son qui fait plaisir. C'est vraiment un cœur assez chouette, et quand bien même la moto fait 30 kg de plus, hein, puisque par rapport à une MT-09, on est à 223 kg face à 190 hein, sur le Roadster. Vais-je me faire écraser? Non, je peux y aller. Eh bien, ça se passe extrêmement bien. Vous voyez, ça envoie très vite. J'ai mes modes de conduite qui sont accessibles. Ah, petite GS hein, qui nous salue, ou pas, je ne sais pas s'il nous a salué. Eh ben, tant pis pour lui. Regardez,
Je peux me mettre en mode sport. Le mode sport, bon, il a ses paramètres qui sont réglés directement de base. Et franchement, c'est un moteur qui est très très chouette, qui envoie assez nerveusement. Donc à ce niveau-là, l'expérience de conduite sera très agréable. Que vous souhaitiez rouler dans des circonstances un peu plus calmes, un peu plus balade, flânerie, blablabla, ou bien, ah vous êtes nombreux aujourd'hui, hein, salut à toi ami motard, ou bien dans des circonstances un petit peu plus, on va dire, énervées, hein, ça peut arriver des fois, on est très enthousiaste, on veut montrer qu'on a de la générosité, et c'est possible. Alors, je vais profiter ici pour illustrer l'histoire du shifter. Donc regardez, le shifter, le principe c'est le suivant. Je vais me mettre en 4ème, et là regardez, je vais accélérer, et je vais downshifter, voyez? Là, je l'ai fait un petit peu brutalement, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais... Et de la même façon, là, ici, je vais monter un peu dans les tours, je vais décélérer, et là, je peux passer mes rapports tout en décélérant. Et de la même façon, j'accélère, et je downshift en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui rend le shifter vachement transparent. Alors, ça marche pas parfaitement dans toutes les circonstances, hein. Il y a quand même des moments où vous essayez de passer le rapport, ça va pas le faire. Je pense que... ça dépend de l'utilisation et de toute façon c'est quand même assez rare de décélérer tout en upshiftant ou d'accélérer en downshiftant, mais c'est pour dire que le shifter de 3ème génération de Yamaha, il est dans toutes les circonstances, il est utilisable. Je peux comprendre la politique et en soi c'est quand même assez chouette. Le freinage, tant qu'on y est, on va en parler parce que j'ai personne derrière moi. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, on s'en refait un petit coup. Non, franchement, il est très très bon. Tout petit peu spongieux là au début. Il y a un petit contact au début qui est un petit peu manque de précision immédiate, mais c'est pas nécessairement grave une fois qu'on s'y fait. Mais après, il est très très chouette et surtout, il est combiné. Ce qui fait que du coup, vous sentez que la moto, elle a une assiette qui est bien plus précise. Elle reste bien droite plutôt que de se pencher vers l'avant. Parce qu'en plus, la suspension travaille de concert avec le freinage pour vous assurer un système qui soit tout à fait homogène. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que du coup, comme sur la Hayabusa, on a vraiment cette sensation de sécurité qui est très très bonne, qui est très agréable. Et je vais juste essayer de vous montrer quelque chose. Si la voiture qui est devant nous continue tout droit, ce qui n'est pas le cas, donc je vous le montrerai après, le régulateur de vitesse adaptatif, parce qu'il me faut un véhicule devant moi. Maintenant parlons de la précision de la suspension qui est très très bonne. Vraiment, ça absorbe hyper bien les irrégularités de la route, mais en plus de ça, ça donne un toucher qui est assez phénoménal. On sent bien tout ce qui se passe. On est en confiance, on peut vraiment attaquer sans se poser trop de questions, sans avoir d'arrière-pensée. Freinage. Toutes les phases de pilotage sont relativement intuitives et safe. On sent qu'on est en sécurité sans trop de soucis. Vous voyez, regardez, ça se passe vraiment hyper bien. Hop. Et je sais que la fourche, elle est en train de travailler en temps réel, là. On a le système semi-actif qui gère un petit peu tout ce qui se passe, qui en plus est réglable selon des modes prédéfinis. Et ouais, ça se passe très bien. À la brosse, on fait 1, on fait 2. On arrive comme ça et on est tranquille. Voilà, extrêmement bien hein, là-dessus. Chauffe moteur, rapidement, vite fait. Hein. On la sent vraiment pas trop, un tout petit peu quand ça monte un peu en température, mais ça reste un véhicule qui est agréable à vivre, même si les normes de pollution vont de plus en plus faire monter les calories. Et là, on est vraiment sur un truc en plus en normes sonores qui est très bas. Donc forcément, on le sentira peut-être un peu plus sur les anciennes générations. Je peux pas m'empêcher de retirer un petit coup. Ah là là, c'est agréable ce moteur, hein. Ce 3 cylindres en ligne, le CP3, est vraiment super chouette. Hein. C'est une usine à sensations ce bordel. Alors que pourtant ça ne fait que 119 chevaux. Alors Rodolfo, ça fait que 119 chevaux. Tu vas quand même pas te contenter d'une moto qui fait 120 bourrins. Eh ben écoutez, peut-être qu'au final, la simplicité, c'est la meilleure chose. Non, c'est très agréable et en plus de ça, voilà, je vous le dis, on se sent vraiment en sécurité dans toutes les situations, alors que on n'est pas forcément là pour discuter de ça, on est plutôt là pour discuter voyage long cours et tout. Et ben franchement, ça marche très bien. Conduite passager, très bien, vraiment une selle moelleuse qui vous accueille dignement, les jambes sont pas trop repliées, vous voyez à peu près la route quand vous êtes à la même taille que votre pilote, sinon vous verrez un petit peu moins, mais c'est très agréable, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire, ça reste un véhicule qui vous met dans de bonnes dispositions pour emmener quelqu'un avec vous,
Donc ça là-dessus c'est totalement validé. Et puis j'ai envie de dire qu'au niveau des aspects pratiques c'est à peu près tout. Si la consommation, vous voyez, elle est marquée là 5,2 litres au 100, c'est vraiment hyper bas. C'est de la sorcellerie même à ce niveau-là, hein, sur un moteur de 900 cm3. Je trouve ça assez surprenant. Et là maintenant j'aurais besoin d'une voiture en fait devant moi pour vous montrer le régulateur de vitesse. Bah écoutez, je pense qu'on va se mettre là, hein, en warning, et on va attendre gentiment qu'il y ait un véhicule qui daigne bien passer devant nous pour qu'on puisse montrer un petit peu comment le régulateur fonctionne. Je vais faire genre que je suis en train de gérer des trucs sur la moto. Voilà, hein, ça va vous? Non, parce que bon, il est tôt, c'est le matin, personne là, on est au mois d'août, ils sont tous partis. Manifestement, personne n'est sorti aujourd'hui, ou il faut que je revienne dans l'autre sens, donc c'est pas grave. Déjà, je vais vous le montrer à l'aller, et après, au retour, on verra. Donc, ici, le principe de ce régulateur de vitesse adaptatif, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est hyper intelligent. Il va se comporter en combinaison avec la suspension, avec le freinage, avec tout un tas de choses, et il est adaptatif. Donc là, je l'active d'un bouton, vous le voyez là ici j'ai ma petite icône. Je peux le régler en termes de distance que je veux par rapport au véhicule qui me précède sur ces 4 petites réglettes. Là j'ai la gâchette qui est derrière, et une fois que je veux l'activer, je le mets comme ça. Là il nous dit 70 km/h, donc on va se mettre à 70. Et là donc on est sur un régulateur de vitesse standard. Donc là vraiment je suis à 70 km/h. Je peux décider de l'augmenter ou de le diminuer, hein. Si regardez, si je veux passer à 50, et ben je peux passer à 50, downshifter et il va se mettre à 50 km/h. Et si après je souhaite monter 60, 70, 80, 90, ce n'est que pour la démonstration, ne vous inquiétez pas. Je monte quand j'arrive à un régime qui est peut-être un petit peu trop élevé, je passe mes rapports et vous voyez que ça ne coupe pas le régulateur de vitesse. Donc ça c'est super intéressant parce que ça permet déjà de se maintenir à une vitesse constante quand on est sur des longs trajets ou autres. Bien évidemment je me remets à 70, je respecte les limitations. Voilà, donc ici on est sur le régulateur agréable à utiliser, simple, etc. Je vais downshifter pour me mettre plus sur un rapport qui est adapté à cette vitesse. Et du coup, là où maintenant ça va être vraiment différent et où ça va être très intéressant, c'est sur la partie adaptative. Et ça, je vais vous le montrer en faisant le demi-tour et en revenant parce qu'il y a l'air d'y avoir un peu plus de voitures. On va quand même en profiter ici pour prendre la petite courbe. Ah là là, c'est... Non, cette suspension, ce châssis sont tous les deux... assez valide, assez validé, sans aucun problème. Alors, donc là, je vais pouvoir vous démontrer ce que je disais sur la partie adaptative du radar, c'est-à-dire que ici, je me mets à 59 km/h, 60, je me mets dans une distance la moins élevée possible, et là, en fait, tant que je suis à cette vitesse-là, je vais augmenter un petit peu pour vous l'illustrer, je vais me mettre à 90, juste histoire que vous ayez l'idée. Je vais accélérer et aller jusqu'à un certain point, où la moto va se considérer trop proche du véhicule qui est en face. Donc pour l'illustration, je me mets à 110. Vous voyez, regardez, 110, je n'augmente pas ma vitesse parce qu'en fait, je suis trop proche. 90, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que le véhicule prenne de la distance. Donc là, par exemple, je me mets à 70, je vais la laisser prendre de la vitesse. Je vais la laisser prendre de la vitesse, cette voiture. Je vais remonter à 90. Et là, vous allez voir que elle va réaugmenter sa vitesse jusqu'à un certain point où elle va considérer qu'elle est trop proche de la voiture qui est en face. Et là, elle va arrêter sa vitesse. Et de la même façon, si j'accélère, que je commence à accélérer et que je me rapproche très prudemment du véhicule, vous allez voir que à un moment donné, regardez, elle m'affiche une alerte de freinage pour me dire attention, il y a un obstacle devant toi, tu vas te cogner la tête, tu vas te faire mal. Ne mets pas tes mains dans les portes, tu risques de te faire pincer très fort. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'en plus, ça fonctionne en courbe. C'est-à-dire que là, si en fait le véhicule détecte que je suis en courbe, il n'accélère pas. Alors que pourtant, le radar de détection, la caméra qui est embarquée, qui est devant, elle ne voit plus le véhicule. Donc elle se dirait, allez, je peux y aller, sauf qu'en fait, la moto détecte que vous êtes en train d'incliner et du coup, elle ne va pas accélérer. C'est bluffant ce système, c'est vraiment n'importe quoi. De la même façon, là, je vais pas vous l'illustrer pour des raisons évidentes de sécurité, mais quand vous freinez, si jamais le véhicule qui est en face de vous se rapproche trop, elle va freiner à votre place, elle va vous assister au freinage, pas freiner à votre place, mais elle va augmenter la force du freinage pour que vous soyez en sécurité. C'est vraiment, vraiment bluffant, c'est un système qui est extraordinaire, déconnectable, si vous voulez pas vous en servir, vous ne vous en servez pas. Et là, regardez, si je veux augmenter la distance, là, elle va ralentir. Alors, je suis à 90, je sais que normalement, je ne devrais pas, mais c'est juste pour vous donner l'illustration de ce que je dis. Ne me tapez pas, s'il vous plaît, messieurs de la maréchaussée. Là, vous voyez, je suis à une distance 90, mais à la distance max, et donc elle va maintenir cette vitesse, mais bien plus loin, pour maintenir en fait une distance de sécurité.
C'est un système qui est impressionnant, vraiment. Moi, je trouve ça absolument génial qu'ils aient mis ça en place parce que non seulement il y a un côté très rassurant, je trouve, mais en plus, sur les voitures, ça existe. C'est quelque chose qui marche très très bien, qui est très très agréable à utiliser et qui n'est qu'une option. C'est pas quelque chose qui devient obligatoire dans les véhicules. Si vous ne voulez pas vous en servir, vous ne vous en servez pas. Donc je trouve ça fantastique. Voilà les amis, écoutez, on est arrivé à la fin de cette petite partie tour dynamique. C'est un véhicule extraordinaire, pour peu que moi je suis pas très fan des trails en règle générale, mais là Yamaha ils ont mis la barre super haut. Le CP3 est ultra rageur, il n'a rien perdu de sa fougue malgré les limitations de pollution et sonore. On est sur une machine qui envoie comme il faut. On a un châssis, une suspension qui sont extrêmement précises et fermes et qui font vraiment le boulot exactement comme on leur demande. Et ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super agréable. Et après, la technologie, elle est fantastique. On a un régulateur de vitesse adaptatif qui fait extrêmement bien le travail. Des poignées chauffantes, des modes de conduite, contrôle de traction, de wheeling, de machin. Le quick shifter, comme vous avez pu le voir, qui travaille dans les deux sens. Enfin bref, ce véhicule est incroyable, il coûte un certain prix. On va voir maintenant dans la partie concurrence si oui ou non c'est une bonne affaire ou pas. À tout de suite. On va y aller au Tyrol, les enfants. On va y aller. Mais avec cette moto, on risque surtout d'avoir aucun accident sur la route. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est impressionnant, vraiment, ce dont cette moto est capable. Et Dieu sait que les trails, c'est pas ma tasse de thé, vraiment, c'est pas des motos qui me font bander, hein. Je préfère de loin les roadsters, les sportives au GT, mais j'ai été conquis, bien évidemment, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, on en parlera dans la conclusion. J'aurais-il que cette moto, il y a des choses à en dire. Mais maintenant, parlons concurrence, puisque on a pas mal évoqué les trails off-road sur cette chaîne, mais pas tant que ça, les trails routiers, et c'est l'occasion, comme ça, d'en parler un petit peu. Et je suis allé vous chercher 2-3 petites concurrentes comme ça qui pourraient faire l'affaire. Alors d'abord, nous allons quitter le Japon et nous allons explorer comme ça les étendues du vieux continent pour aller en Italie et évoquer la Ducati Multistrada V2S. Et oui, parce qu'il y en a que pour la V4 avec son Gran Turismo de 170 chevaux, blablabla. Bla bla. Mais celle-ci, elle existe aussi. Vous avez pensé au sentiment de cette moto? Non? Ben moi aussi. Alors, on va évoquer la version V2S, hein, la haut de gamme, puisqu'elle est dotée de suspension semi-active, hein, comme cette machine. Freinage de très bon acabit, une gueule assez sympa. Parmi les trails, c'est peut-être celle que je préfère, hein, en termes de look, avec la Tiger aussi très chouette. Et du coup, eh ben, on a quand même un véhicule qui est assez sympa, avec du keyless, avec beaucoup de technologie. Malheureusement, au prix qu'elle coûte, c'est-à-dire 1700 € de plus que la Tracer, pas de poignée chauffante, pas de béquille centrale, pas de bagagerie, ce qui fait quand même un peu mal au derche. Mais que voulez-vous, mesdames et messieurs, c'est Ducati. Donc si vous aimez l'exotisme, si vous voulez quelque chose qui cogne un peu, proposition est fondamentalement similaire. On a 113 chevaux, un bicylindre, un poids qui est très proche, pourquoi pas, ça se fait très bien. Ensuite, nous allons retourner au Japon pour évoquer la perdue, pas la Ninja 1000 SX, mais la Versys 1000 en Special Edition. Et oui, parce que la Ninja, c'était un petit peu plus sport GT. Là, on est vraiment sur l'homologue, l'homonyme finalement de la Tracer version les verts d'Akashi. Donc on a quoi? 120 chevaux, un moteur qui est plutôt correct, qui envoie bien. Avec quelques petits détails que j'aime bien. D'abord, on a de la peinture auto-cicatrisante. Ça, c'est un truc qui avait été inauguré lorsque la H2 était sortie. Et en fait, c'est une peinture qui, quand vous faites des micro-rayures sur le réservoir, par exemple, se referme. C'est génial, c'est juste incroyable. Une moto plutôt confort, plutôt faite pour vous faciliter la vie au quotidien, hein, c'est le principe d'un trail. Par contre, on n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif, on n'a pas de bagagerie, on a des suspensions semi-actives, toujours, ça va, mais un poil plus cher que la Tracer. À vous de voir. J'ai toujours eu tendance à dire que Kawasaki, ils se plaçaient un peu cher sur leur moto par rapport à ce qu'ils proposaient et par rapport à la concurrence. Si la peinture auto-cicatrisante, ça vous fait kiffer, pourquoi pas. Et on va terminer avec quelque chose d'un petit peu différent, puis pas tout à fait la même catégorie, mais vous allez voir qu'il y a des ponts d'Avignon comme ça qui se font. On va parler de la Suzuki GSX S1000 GT, qui, comme donc son nom l'indique, est plutôt une sport GT qu'un trail routier. Mais si vous êtes en train d'envisager l'achat d'une machine confortable pour faire des bornes, avec pas mal de technologie sans pour autant être aussi débordante que celle de la Tracer, mais que vous ne dites pas non à un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de sportivité et un prix un peu plus contenu, c'est ça qu'il vous faut les gars, hein, c'est ça qu'il vous faut. On retrouve le moteur 4 cylindres en ligne de la GSX S1000, dérivé lui-même de la GSX R1000 de 2005 à 2008, et qui sort 152 chevaux donc.
pauvre Tracer, elle est un peu laissée dans le vent, un poids qui est très similaire, châssis sportif, une gueule, bon, faut aimer, mais je trouve que l'identité est assez affirmée et je préfère ça à la GSX S1000. On n'a pas de suspension semi-active, on n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif, non, tout ça, c'est plutôt l'acabit de ce genre de moto. Mais par contre, on a un écran TFT de 6,5 pouces gigantesque, quelque chose que Suzuki n'avait jamais fait jusque-là. C'est la première moto du constructeur japonais à posséder ce genre d'accessoires, dirons-nous. Et on a eh bien, le système d'exploitation MySpin, mon tour comme ça, hein, qui permet eh bien d'installer des applications tierces comme eh bien, des applis de météo, journal, appel, bref, une vraie petite merveille technologique. Elle abandonne quelques-unes des petites pignardises de celle-là, mais elle coûte aussi un bon billet de moins. Je vous avoue que si je devais choisir entre les deux, il y a un peu match quand même, parce que j'aime bien ça. Et oui, je sais, si Greg est en train de regarder cette vidéo, on va aller voir SMB pour essayer la moto, parce que ça fait des semaines, des mois, que dis-je, qu'on doit faire l'essai, et c'est de ma faute, j'en suis désolé, donc vous inquiétez pas les amis, j'arrive. Esthétiquement parlant, c'est pas ma cam, et c'est hyper volé. Mais Dieu que ce truc est impressionnant. La Tracer 9 GT+, est en effet une machine révolutionnaire dans ce qu'elle apporte, puisque au niveau de la technologie, aujourd'hui, personne ne lui fait la concurrence en termes de régulateur de vitesse adaptatif et surtout de la façon comme l'ensemble de la technologie de la machine travaille en harmonie, c'est du délire. Que ce soit le radar onde millimétrique, le freinage combiné, les suspensions qui travaillent dans tous les sens, dans tous les moments de la conduite, oui, cette moto est folle, avec un écran TFT qui est monstrueux, un confort qui est génial, une agilité et une fougue qui envoie quand même bien comme il faut. Cette moto a très peu de défauts, je l'avoue. Yamaha, si demain vous me sortez une Sportivo GT avec le moteur de la R1, même genre de techno, on peut discuter peut-être ensemble, non ? Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je sais que la Tracer c'est un monument, donc j'ose espérer que la vidéo, eh bien, vous satisfera. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je le finis comme ça, c'est très important, le petit statut Roadstars pour me soutenir, pour m'aider un petit peu plus, hein, c'est important. Et puis bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement à la fin du mois d'août, beaucoup de nouveautés qui arrivent, des tests, des tops, des guides d'achat, on n'est pas prêt de s'ennuyer sur la Roadsters TV, donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos motos, même si vous n'avez pas accès au Tyrol. Ciao!